Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ladies and gentlemen, good afternoon. Mesdames, Messieurs, honorable audience, nos chers panélistes distingués, bonjour et bienvenue à cette session sur le rôle du Maroc dans son continent et dans le monde. Et vous me permettrez, lors de cette session, de basculer entre le français et l'anglais. Bien évidemment et naturellement, vous avez aussi les casques pour la traduction simultanée. Je vais commencer en anglais si vous le permettez, mesdames, messieurs. From Tangier, and for the second year in a row, more than 20 African eminent political leaders reiterate their solemn appeal to expel the so-called rest from the African Union. In a collective text that they made public today, their stance is that by expelling a puppet entity, the AU would ensure the impartiality and credibility, its credibility, regarding the question of the Moroccan Sahara. And actually, the Moroccan Sahara issue is defining the kingdom's foreign policy, as you all know. Also, only the unity of the African countries, the 54 African countries, would allow sustainable growth and development for all the African populations. Many years ago, His Majesty the King Mohammed VI advocated a speech of unity in the face of the dangers facing Africa. It was back in 2016. He stated that the Africans must unite to ensure their own development and change their own destiny. And as a matter of fact, of historical fact, since the dawn of time, Morocco is the link between the north and the south, the east and the west. As a key player of the African and international scenes, Morocco has established strong ties with African countries as well as with many partners around the world, thanks to a dynamic. This dynamic is called the South-South cooperation. And it would have never be here without a vision, the vision of the King, His Majesty King Mohammed VI. 52 royal visits, 99 African countries visited by His Majesty, a thousands agreement signed since 1999. And of course, a human migration policy that has made it possible to regularize tens of thousands of sub-Saharan Africans since 2014. So we will be discussing ways of cooperation, how to strengthen more relations between Morocco and the other 53 African countries, fostering economic, political, and cultural cooperation. So my first question, and I will be introducing each one of the very distinguished panelists as I address the question, if you allow. And I'll start. Je commencerai par adresser ma première question et j'introduirai chacun de nos panélistes distingués juste avant la question que je lui adresserai. Je commencerai par son Excellence Mankeur Ndiaye, ministre de la Présidence de la République du Sénégal, qu'on peut applaudir et l'accueillir à cette session. Excellence, Monsieur Ndiaye, la coopération Sud-Sud vient cristalliser l'engagement du Royaume du Maroc pour l'Afrique. Comment pensez-vous que cette coopération avec les pays africains a pu se développer et comment voyez-vous son avenir avec le contexte que l'on connaît aujourd'hui, le contexte international et bien naturellement le contexte africain de 2023? Merci beaucoup.
Madame, une question très vaste, naturellement, qui implique une réponse un peu globale. Et je partirai tout simplement d'un point de départ historique, on peut l'appeler ainsi, c'est le retour triomphal du Maroc dans sa famille naturelle, l'Union africaine, depuis janvier 2017. Retour qu'il faut absolument saluer, c'est parce que c'est un nouveau point de départ. Le Maroc, même sans être membre de l'Union africaine pendant des décennies, est resté un pays profondément africain. Le Maroc a continué à développer ses relations avec l'Afrique et son retour a permis d'impulser, n'est-ce pas, la diplomatie marocaine et surtout le raffermissement de ses relations avec les pays africains. Je voudrais aussi saluer le rôle important également du Maroc dans la construction de l'Afrique aujourd'hui et sa contribution extrêmement importante à tout point de vue, notamment financière. Parce que l'arrivée du Maroc aussi a permis de renforcer les moyens d'action de l'Union africaine, notamment les moyens financiers de l'Union africaine. Et ensuite, souligner fortement la contribution du Maroc dans la construction de la paix et de la sécurité sur le continent. Le Maroc dispose de contingents importants dans beaucoup d'opérations de maintien de la paix en Afrique. J'ai pendant 3 ans dirigé la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, et j'avais un contingent marocain de plus de 800 hommes, et j'ai pu mesurer l'engagement, la détermination des casques bleus marocains durant les 3 années que j'ai passées en Centrafrique. Et ensuite, je souhaiterais souligner, vous l'avez dit, cette forte politique de solidarité avec les pays du Sud, pas seulement les pays africains, mais les pays du Sud. Et en retour, le Maroc aussi reçoit un gain politique et diplomatique important, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, si vous allez à Laayoune ou bien à Dakhla, vous voyez beaucoup de consulats qui sont ouverts, pas seulement par des pays africains, mais des pays d'Asie et des pays d'Amérique latine. Ensuite, je pense que c'est important, si on parle du Maroc aujourd'hui aussi, de souligner la résilience diplomatique et politique du Maroc, qui a su pendant des décennies, avec le soutien de quelques pays africains, résister face à l'assaut d'adversaires qui ont voulu lui priver d'une partie de son territoire. Et le Maroc a su résister pendant des décennies. Et aujourd'hui, cette politique de résilience également a des gains importants sur la question du Sahara marocain, par exemple, avec beaucoup de sociétés diplomatiques. Beaucoup d'autres pays qui ne reconnaissaient pas la marocanité du Sahara la reconnaissent aujourd'hui. Certains pays qui avaient reconnu la pseudo-raste également ont opéré des retraits de reconnaissance. Tout ça, c'est extrêmement important de le souligner. Donc, des succès diplomatiques incontestables. Et je me référerai juste à la résolution, la dernière résolution du Conseil de sécurité 2703 sur la question du Sahara marocain. Et ça me permet d'enchaîner sur l'appel de Tanger. L'appel de Tanger, c'est également un autre tournant extrêmement important. Dans la note conceptuelle, il est fait mention de l'appel de Tanger, qui célèbre son premier anniversaire. Et nous venons de tenir ce matin la deuxième réunion de suivi de l'appel de Tanger, et nous avons constaté que cet appel a eu un retentissement international extrêmement important. Au sein de l'Union africaine d'ailleurs, ça a fait bouger les lignes. Et aujourd'hui, on voit que la peur est de l'autre camp, parce que certains craignent que la question de l'expulsion de la race ne soit posée au sein de l'Union africaine. Donc c'est un appel important. Nous allons travailler à l'élargissement des cercles d'amis de cet appel de Tanger, et nous avons constaté aujourd'hui que nous sommes passés de 16 à 23. Et certainement, d'ici l'année prochaine, d'autres nous rejoindront. Alors, donc, rapidement, notez également que le Maroc mène une politique diplomatique active et surtout une diplomatie économique forte. Si vous constatez les investissements directs étrangers que reçoit le Maroc et les investissements importants que fait le Maroc également à travers ses hommes et ses femmes d'affaires en Afrique, et surtout en Afrique de l'Ouest, avec beaucoup de banques et d'assurances qui interviennent dans certains pays comme le mien au Sénégal, également beaucoup d'investissements dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'habitat notamment. Et on l'oublie souvent,
Mais le Maroc est allé jusqu'à demander son adhésion à la CEDEAO, qui ne se trouve pas dans son espace géographique immédiat. Et cette demande marocaine a été accueillie par beaucoup de pays membres de la CEDEAO. Elle est encore en instance. Enfin, souligner la vision révolutionnaire du Maroc, du Royaume du Maroc, et de Sa Majesté, dans le cadre de la gestion révolutionnaire des flux migratoires, parce que le Maroc est confronté à ces flux migratoires qui, en tout cas, perturbent un peu parfois son écosystème. Voilà, pour me résumer, je ne pense pas avoir dépassé mes 5-6 minutes. Ce que je voudrais dire, comme je suis le premier orateur, donc je sers un peu d'émissaire à tout le monde. Merci. Non, pas du tout. Vous tracez la voie, Excellence. Vous tracez la voie à cette discussion que vous avez brillamment justement entamée. Je vous remercie pour le respect du temps, mais je vais certainement revenir vers vous, puisque effectivement la question a été très globale. Nous aurons certainement le temps. On m'a informé que effectivement on avait une petite demi-heure supplémentaire, ce qui nous permettra peut-être d'aller un peu plus dans le détail. Vous avez ouvert la voie pour que j'interpelle votre voisin à votre gauche. So my next question will be addressed to His Excellency Mr. Mohammed Abdirizak, former Minister of Foreign Affairs of the Federal Republic of Somalia. That we can applaud, please, ladies and gentlemen, for his presence with us today. So we just heard the stance of a representative of the Republic of Senegal. So this is let's say, the West African perspective of the cooperation, of the South-South cooperation. And he mentioned something really interesting, that South-South cooperation is not restricted to the borders of our continent, of Africa. That is the global South. So my question would be, let's hear from East Africa. And also, what are the main priorities or priority areas of cooperation and initiatives to promote socio-economic development in Africa and in the global South? Thank you. Thank you very much, and my warmest greetings to you all. In the interest of time, I would also like to condense my comments into 3 quick areas on the economic side, and then the question about SADR. So let me begin by the South-South cooperation. The South-South cooperation and Morocco's commitment to Africa. Morocco's proactive approach in strengthening South-South cooperation exemplifies a model for partnership rooted in mutual respect and shared objectives. His Majesty's commitment to Africa is not only commendable, but strategically significant. It transcends traditional diplomacy, embedding Morocco deeply into the socio-economic fabric of the continent. When you hear about Moroccan banks in West Africa, when you hear about Moroccan construction companies in West Africa, when you hear about Moroccan businessmen, Moroccan brands, this is truly deeply connecting and mutual respect. South-South cooperation is a win-win situation. Second, Morocco's economic diplomacy in Africa. Morocco's economic ventures in Africa, notably the ambitious pipeline project linking it to Nigeria, is a testament to its vision of regional integration. These projects are not just economic endeavors, they are bridges of solidarity, creating a new paradigm for inter-African relations. This is big, my friends. This is real integration. How many countries are involved? 11, I believe? 13. 13. All benefiting from this. Again, this is a win-win situation. Third point, Morocco as a model for sustainable development. Morocco's strides in integrating sustainable practices
in its development model are indeed laudable, particularly in renewable energy and environmental conservation. This approach not only sets a benchmark for African nations, but also aligns with global sustainability goals. At the opening ceremony, you've all heard the minister talk about how Moroccan energy is now 38% renewable. 30 years ago, I traveled from Beijing to Nanjing, and that train ride took about 17 hours. Today, 30 years later, it can take as little as 3.5 hours. Here in Morocco now you have the high speed, and to other African nations, just like the Chinese train has left the station, Moroccan train is going to leave the station, and it's time to connect with that. Finally, the issue of Sadr and the communique that has come out today, it basically goes against everything I have just talked about. It goes against integration because it's about separation. It goes against mutual respect because it violates sovereignty. It goes against sustainability because it's not sustainable. Therefore, what we're saying is that non-state actors do not have a place in the midst of states. And that is what it's all about in a nutshell. Thank you very much. Thank you. Thank you, Your Excellency, Mr. Abdulrazak, and we'll get back to you maybe if we have time. So I'll proceed with you, Your Excellency Luis Felipe Tavares, former Minister of Foreign Affairs and Communities and former Minister of Defense of Cape Verde. Je peux m'adresser peut-être à vous en français, Excellence. Qu'on peut applaudir, Mesdames, Messieurs, pour lui souhaiter la bienvenue ici. Alors, donc, peut-être déjà un commentaire sur cet appel de Tanger. Nous avions échangé l'année dernière à la naissance de cet appel. Et comme l'a souligné à très juste titre son Excellence M. Ndiaye, il a soufflé sa première bougie. Bon, on ne lui souhaite pas peut-être longue vie, mais, mais peut-être un commentaire sur cette évolution du nombre de pays, de représentants de pays qui adhèrent à cette initiative depuis l'année dernière et aujourd'hui. Et comment cela peut-il avoir un impact, justement? Merci. Bonjour. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ce n'est pas toujours normal d'appeler une grande journaliste Madame la Présidente, mais vous êtes la Présidente de notre séance. Je voudrais, et on en est très fiers, croyez-nous. Je voudrais tout d'abord, permettez-moi de présenter mes condoléances au peuple marocain pour la tragédie du 7-8 septembre dernier. Ça fait 6-7 ans que je viens toujours, tous les ans au Maroc, et je vous ai toujours dit, Madame, je m'adresse à la journaliste, que Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, est un homme dont j'apprécie la droiture et la volonté de moderniser son pays. Il a encore démontré lors de cette tragédie du 7-8 septembre. Je voudrais saluer sa clairvoyance et surtout sa volonté de moderniser le Maroc. Pour répondre à votre question, je vous dis que l'appel de Tanger a été un moment historique pour le Maroc et pour l'Afrique. Vous savez que la cause marocaine est juste. J'ai été, et je parle de mon expérience, le premier Cap-Verdien à reconnaître la marocanité du Sahara. Le premier. Ça restera pour l'histoire de mon pays et celui aussi de l'amitié entre nos deux peuples. Je voudrais
dire que pour nous qui avons signé cet appel, c'est une question importante parce que il faut à la fois régler 3 problèmes. Il faut réparer une anomalie historique, une aberration juridique et un contresens politique. Nous avons tous salué ce matin la décision, la résolution qui a été approuvée l'année dernière par le Conseil de sécurité, la 2703, dont mon collègue Ndiaye a fait référence, parce que la proposition marocaine, elle est juste, elle est crédible. Et il n'y a pas d'autre solution pour régler ce conflit artificiellement créé par le pays que nous connaissons et nous savons. Donc, ça fait déjà 1 an, nous étions 16, on est 23, mais je suis persuadé que l'année prochaine, on sera 30, 32. Et si on arrive à la fin de l'année prochaine à 36, 37, on va faire voter ça au niveau de l'Union africaine. Donc on va mettre sur la table cette question à débattre. Je crois que ça, c'est très important parce que, vous savez, c'est la crédibilité même de l'Union africaine qui est en jeu. Il n'y a pas d'autre organisation internationale qui accueille en son sein un parti politique, un mouvement de libération, censé être un mouvement de libération. Donc c'est une aberration juridique qu'il faut régler au plus vite. C'est pour ça que nous avons décidé ce matin on a discuté d'une feuille de route et on va continuer de travailler pour faire en sorte que cette question soit à l'ordre du jour de l'Union africaine et que la pseudo-rage soit expulsée le plus rapidement possible de notre organisation panafricaine. Je le dis avec beaucoup de responsabilité. Je le dis avec beaucoup de responsabilité parce qu'il en va de notre crédibilité, comme je l'ai dit. Concernant le rôle du Maroc, vous savez, je parle de mon expérience. En 2016, je suis venu ici pour la première fois et mon ami ministre des Affaires étrangères m'a demandé « Monsieur Tavares, est-ce que vous êtes prêt à reconnaître la marocanité du Sahara ?» Je lui ai dit « Mais convoquez la presse, je le fais tout de suite. » Et je l'ai fait 1h30 après. 2 ans plus tard, nous avons ouvert un consulat à Darla. 6 mois après ça, nous avons ouvert une ambassade ici à Rabat et le Maroc est en train d'ouvrir une ambassade à Praia. Vous voyez, en très peu de temps, nous avons su nous mettre d'accord sur des questions politiques importantes, mais figurez-vous que nous avons reçu, grâce au travail excellent que fait notre consul honoraire ici, M. Medouche, qui est parmi nous, nous avons réussi à ces 2e, 3e voyages d'hommes d'affaires marocains au Cap-Vert. Donc il y aura des investissements dans les mois à venir marocains au Cap-Vert. Ce matin, j'ai reçu un certain nombre d'entrepreneurs marocains qui m'ont dit que de les aider à organiser un voyage dans différentes îles touristiques du Cap-Vert pour voir avec nous les possibilités d'investissement qui existent dans notre pays. Et j'en termine par une anecdote, mais quand même significative, c'est que j'ai des amis marocains qui m'ont dit pour notre voyage de noces, on va aller au Cap-Vert. Et on est à 3 heures de vol. Il y a des vols directs aujourd'hui, Praia-Casa. Donc, vous êtes tous, les Marocains et nos amis africains qui sont ici présents, bienvenus au Cap-Vert. Merci. Merci beaucoup. Merci, Excellence, Monsieur Tavares. Ça donne envie, en tout cas. Voilà, pour faire un peu la part des choses, donc je vais peut-être me tourner un peu vers mon voisin de droite, His Excellency Mr. Raphael Tuju, former Minister of Foreign Affairs, Republic of Kenya, also served as Minister of Communications and Minister of Tourism. We were just speaking about tourism, right? And Kenya is a wonderful destination as well. We have so many beautiful destinations in our country, thank to God. So what would you tell us about, first,
Morocco as a model for sustainable development in Africa? What are the opportunities for sharing experiences and best practices between Morocco and Kenya? And before, maybe a word about this this appeal of Tangier. So what's your sense? Thank you. Thank you. Let me start with the appeal from Tangier. I think it's critical that an illegality was committed by the African Union Summit, allowing Polisario to get into the rank of other liberation movements in Africa, like the ANC, TANU in Tanzania, Frelimo in Mozambique, MPLA in Angola, and so forth. So that framing misled most of the Anglophone African countries that Polisario was a credible organization, so to speak. But this was based on fraud. It is a fraudulent narrative that was created by Algeria. And just like in a court of law, if a decision is arrived at based on lies, then that resolution or that solution is null and void. So for all intents and purposes, it is an illegality, it is null and void, and if it was in a court of law, probably the victim would have been hanged. But fortunately, Morocco is alive and well. It has been injured for the last 40-something years, and I think it's just about time that injury is corrected. Allow me just to say something which is not very grand, but very simple. The relationship between Kenya and Morocco, especially in the economic field. We have insurance companies which are owned by Moroccan private sector, which is good examples of south-to-south collaboration. In the banking sector, the BMCI of Morocco has got Bank of Africa in Kenya, which is very, very successful. OCP, for example, has had a successful business relationship with Kenya. So these are things that we should pay tribute to. But allow me just to humanize something which may not look so significant, but so important in our relationship. It's about two boys. One is Hassan. He comes from a family which are nomadic in the northern part of Kenya, which borders Somali, so he's essentially ethnic Somali. He was one of the beneficiaries of scholarships given by Morocco to African students. He's since gone back to Kenya, and he currently works for a Dubai bank in Nairobi. When he went back, it took him time even to trace his family because the family are nomadic. He's the first person in generations from that community to ever get university education. And now he's supporting those families and ensuring that he's taking a few kids to school. Another one is Richard. Richard actually got a scholarship and he studied here in Tangier. He met a beautiful Ethiopian girl, not... I know there are beautiful Moroccan girls. I don't know how he ended up with an Ethiopian, but you know, she was a medical student here in Morocco, and they got married. Both of them now live in London, and Richard is a cyber security expert working for the British government. And the last time I talked with him last month, he was in Rwanda giving consultancy services to the Rwandese government on cyber security.
But this boy came from such a poor family. He didn't have his father, he didn't have his mother, he was living with his grandmother. He has changed his village. He's taking girl children, paying school fees for girls in high school as his way of giving up to society. That is how, I'm just giving you those two examples of kids who benefited from Moroccan kindness, from His Majesty's government, and is affecting villages in Kenya. Thank you. Yeah, really touching story. And as I was saying, like, it's a fact. It is a land of union. At the end of the story, that's the thing I kept. It's a land of union. This beautiful land of Morocco. Thank you so much, Your Excellency, Mr. Tuju. Son Excellence, Monsieur Mamadi Touré, qu'on peut applaudir quand même, ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée, ancien. Merci pour la précision, Excellence. Donc, bon, ministre un jour, ministre pour toujours, hein, dit-on. Ou diplomate un jour, diplomate pour toujours. Est-ce que, d'abord, peut-être parce qu'on a entendu un peu la position de chacun sur cet appel de Tanger, nous sommes très curieux d'entendre aussi votre apport sur ce qui a été dit. Et bien évidemment, nous consacrerons la seconde partie de votre réponse aux moyens qui sont mis en place par le Maroc, mais aussi par la République de Guinée, pour renforcer cette intégration africaine dans différents secteurs. Merci. Voilà, merci. C'est vrai que je suis ancien ministre des Affaires étrangères de la Guinée, mais je voudrais vous rassurer d'une chose, c'est que quel que soit le régime en Guinée, et le Maroc est dans le cœur des Guinéens. Et ça remonte à très très longtemps. Feu le président Ahmed Sékou Touré de Guinée a été très proche de Sa Majesté Mohamed V. Et leur relation est connue. Je crois que ça date même avant le groupe de Casablanca. Donc c'est une continuation pour la Guinée et sur cette question. Et la Guinée est convaincue, quel que soit le régime, comme je dis, que le Sahara est marocain. Donc c'est avec une grande fierté que je me suis retrouvé dans le groupe de contact qui a lancé cet appel. Et nous croyons fermement. On a déjà fait toutes les discussions, on a élaboré, on a donné les explications, on a fait toutes les analyses. Et maintenant, on est dans la phase de plaidoyer direct. Aujourd'hui, donc, on s'est rencontrés, on a retiré le même appel et on s'engage à aller maintenant directement au but. C'est de prendre contact avec les chefs d'État qui sont encore hésitants et leur expliquer la vraie histoire du Sahara. Parce que on n'en veut pas trop aux chefs d'État qui n'ont pas la position, c'est parce qu'ils sont mal informés. Et un de nos rôles, c'est d'expliquer. Et je suis sûr que si on les rencontre et qu'on leur explique, il y a beaucoup de gens qui vont changer leur position. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est une question d'autodétermination d'un peuple. Alors qu'en réalité, c'est une question de souveraineté d'un État. Donc l'intégrité territoriale du Maroc. C'est ça la question. Donc nous espérons que nous arriverons très bientôt à expulser cette entité qui n'a rien d'un État, en fait. Et comme mes collègues l'ont dit, c'est une anomalie. Et il va falloir corriger cela. Et donc, et pour revenir à la coopération entre la Guinée et le Maroc, je dirais que la Guinée et le Maroc, la coopération est placée sous le signe de la
coopération sud-sud. Et vous savez que à travers la coopération sud-sud, les pays en développement s'efforcent de partager les connaissances, les compétences et les ressources afin d'atteindre leurs objectifs de développement en mutualisant leurs efforts dans les domaines spécifiques tels que le développement agricole, les droits de l'homme, l'urbanisation, l'énergie, la santé, le changement climatique, etc. Donc, la coopération du Maroc est placée dans ce contexte-là. Et bien avant l'avènement de la zone de libre-échange continentale, qui est venue conforter l'initiative de Sa Majesté, bien avant cela, le Maroc était déjà un pionnier dans la coopération sud-sud, et surtout avec les pays africains. Il y a des études dont disent qu'en l'espace de 15 ans, la présence marocaine s'est renforcée en Afrique et qu'aujourd'hui, le Maroc est le premier investisseur en Afrique de l'Ouest et le deuxième sur le continent. Je pense que ça, c'est une prouesse. Et ça ne date pas de la période de la zone de libre-échange. Donc voilà, déjà, le Maroc a pris une longueur d'avance sur ce projet d'intégration et continental. Et je dirais que la Guinée est un pays qui est bénéficiaire de cette coopération. Et je vous donnerai aussi une anecdote. Et vous vous souviendrez de la période sombre en Guinée, lorsque la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria avaient été sous le virus Ebola, l'épidémie virus Ebola, pendant que des pays voisins fermaient leurs frontières à la Guinée. Le Maroc a ouvert une ligne de vie pour nous. Par exemple, Royal Air Maroc, la RAM n'a jamais arrêté ses vols en Guinée. Et qui plus est, les rencontres sportives de la Guinée avaient été délocalisées au Maroc pendant toute la période. Donc, comme on dit, c'est pendant les périodes difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis. Et le Maroc a montré cette amitié-là à la Guinée. Et dans son partenariat avec la Guinée, plusieurs accords de coopération ont déjà été signés. Et à Conakry, et portant sur l'aménagement de la ville de Conakry, l'agriculture, la création d'un système de cadastre, un projet d'aménagement hydro-agricole de 500 hectares, un protocole d'accord pour la fourniture de 100 000 tonnes d'engrais à la Guinée. Et aussi, la fourniture de bourses d'étudiants et la formation des militaires, des parachutistes particulièrement. Il faut ajouter à cela, pour finir, comme mon collègue l'a mentionné tout à l'heure, en décembre 2022, il y a eu un mémorandum d'entente tripartite entre le Maroc, le Nigeria et la Guinée, la Société nationale des pétroles, sur le projet du gazoduc Maroc-Nigeria, qui bénéficiera à toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, contribuant ainsi à consolider et à renforcer l'intégration économique du continent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Effectivement, il ne bénéficiera pas certainement à tous les pays, dont la Guinée d'ailleurs, qui traversera ce pipeline Nigeria-Maroc, mais bénéficiera au reste des pays du continent. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur Touré. Je vais enchaîner avec Monsieur Francis Kasaila, Your Excellency, former Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Republic of Malawi. So, first of all, maybe a comment about this appeal of Tangier. And then I'll address you the second question about cooperation. Thank you. Well,
Thank you so much, Madam Moderator. If you could allow me, because on my notes, I wanted to start by talking about the investment that His Royal Majesty the King's government is putting into the education of our youth in Africa. Please do. Because that is also, to me, key to the success and development of our continent. I was privileged to serve as a Minister of Youth in my country at one point in time, and I've seen how our youth are struggling to shape a future for themselves. And when we see that the government of Morocco is able to spare some resources for the education of our youth across the continent, it is something worth commending. And indeed, coming from one of the countries which economically is struggling, we feel that if many of our well-doing countries in Africa are able to spare some resources and help our youth across the continent, probably the challenge that we're facing where our youth are trekking out of Africa, going into Europe, could be stopped. And it's therefore, I want to join my colleague, my senior colleague, Mr. Tuju, when he gave in vivid examples of the impact of the scholarships that His Royal Highness government is providing to our youth. That's one area that I wanted to speak about. The second one is about agriculture, food security. If we cannot be able to feed our people as a continent, we cannot talk about security and development. And Morocco is also doing quite a lot in supporting other African governments to make sure that there's food security and that people are able to sustain their livelihoods. Malawi, as example, received 10,000 metric tons of fertilizer last year to support the government so that people are able to cultivate and have adequate food, food security in the country. So these are efforts that the government of the kingdom is doing to support the unity and the growth of Africa. That's leadership. Coming to Tangier Pure, I was privileged to be in Addis at the time when the kingdom came back to African Union. And in the entire hall, there was a sense that indeed, as Africa, we missed the founding country of our Organization of African Unity. When they came in, everybody else was excited because Morocco has been contributing to our organization massively. They have been there for the organization. They have supported it. It means they believe in the objective of the organization. But as a group, we realize that there is something which we are not talking about. And this is the problem that is there with the Sahrawi. And we thought it is time that we deal with it because evidence is available that an injustice was done to Morocco, and therefore the people that would like justice to prevail should stand up and talk about it and push for it so that the people that made the decision are able to reverse that decision so that this issue, this conflict, should be resolved once and for all.
We need peace in our continent. We need peace in this region of our continent. It is for that reason that every year we make ourselves available and discuss how best can we help to make sure that this issue of Sahrawi is dealt with once and for all and is not recognized as an entity in our organization, because it's not a state. So we are recognizing an organization which is not a state in an organization which is meant for states. That to us should be reversed. Thank you so much. Thank you, Mr. Kasaila. Je me tourne à présent vers le Gabon, son Excellence Monsieur Régis Simongo Tatangani. Nous connaissons bien évidemment les relations séculaires et très anciennes entre le Royaume du Maroc et son frère le Gabon. D'abord, peut-être un commentaire sur cet appel de Tanger, ce second appel de Tanger, j'ai envie de dire. Et puis aussi, comment voyez-vous le rôle du Maroc pour soutenir les initiatives de développement continental et régional, notamment ce projet ambitieux porté par tous les Africains de l'AZLECAF, la zone de libre-échange africaine. Merci. Merci, merci madame. Comme vous l'avez souligné, bon, pour le Gabon, ce n'est pas du tout un débat. C'est une règle non écrite. Elle ne concerne pas les dirigeants, mais elle concerne le Gabon et les populations gabonaises. Nous avons un attachement particulier avec le Maroc, avec l'État marocain, avec les dirigeants marocains, et nous considérons que le Sahara est marocain. Donc, à l'époque, Omar Bongo Ndimba l'a dit clairement, a soutenu son frère, le défunt roi Hassan II. Par la suite, Ali Bongo Ndimba l'a manifesté. Et actuellement, le président de la transition, comme vous le savez, Brice Oligui Nguema, qui est très attaché au Maroc, puisque sa scolarité à l'armée, c'est ici au Maroc, est dans cette même logique. Donc, il n'y a pas de surprise. Les Gabonais ont un attachement particulier avec le Maroc, sur plusieurs domaines. Cet attachement, d'ailleurs, se manifeste sur le plan économique. Même si certains projets, là, je regrette vraiment que le projet concernant l'usine d'engrais n'ait pas avancé, parce qu'au cours d'un voyage du roi Mohamed VI, il y a eu signature de la création d'une usine d'engrais. À l'époque, j'étais ministre de l'Industrie. Mais le problème de la fourniture du gaz a créé un peu de problème, a créé des difficultés, si bien que si du côté de l'OCP on a avancé, mais du côté gabonais, ça traînait un peu. En dehors de cela, sur le plan économique, toujours, Maroc Télécom, c'est depuis 2007 que Gabon Télécom a été placé par Maroc Télécom, qui détient 51% des télécommunications et puis le réseau de la téléphonie mobile. C'est la démonstration encore des liens économiques que nous avons avec le Maroc. À cela aussi, la banque Attijari Wafa est présente au Gabon. C'est la troisième banque gabonaise. Ça démontre l'implication du Maroc au sein de l'économie. Et le dernier pas le moindre, CIMAF a créé une usine de cimenterie au Gabon. J'ai eu la chance encore de signer ce partenariat parce qu'à l'époque, j'étais ministre de l'économie. Et donc, ça se passe très bien. Il y a une montée, du moins la production de ciment au Gabon à travers CIMAC. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça d'une coopération économique que nous cherchons à renforcer pour le bien des deux pays. Donc, aujourd'hui, nous considérons que nous devons profiter de l'expérience marocaine. Le Maroc est un pays émergent pour nous, c'est un pays émergent. Le Maroc, c'est une voie pour nous, pour permettre que nous ayons un accès à l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons bien sûr exporter des biens échangeables à travers, en essayant de s'accorder sur les niveaux de transformation
arriver au Maroc et puis atteindre le marché européen. Parce que l'expérience marocaine, pour nous, c'est un atout à ce niveau. Et je peux dire que quand je vais au Maroc, parce que je suis allé au Maroc pour la première fois, je pense que c'était en 1993. À chaque déplacement que je fais au Maroc, il y a toujours des changements, il y a une évolution. Et ces temps-ci, l'évolution est très forte encore, bien sûr. Parce que quand j'ai vu Rabat dernièrement, grâce à bien sûr l'appel de Tanger, quand nous avons eu une réunion à Rabat, j'ai vu Rabat que j'avais visité il y a 2-3 ans, j'étais surpris des changements intervenus. Quand je repars à Casa, des changements. Marrakech, des changements. Donc c'est un pays qui croit. Et aujourd'hui, c'est un exemple pour nous, les pays africains. Nous devons profiter de cela. Et la ZLECAf, c'est un projet ambitieux. Il faudrait que nous puissions arriver à produire des biens échangeables. Il faudrait que nous puissions produire des biens qui ont une valeur ajoutée considérable. Il faudrait que le marché africain, il y ait un échange entre nous pour avoir des opportunités au niveau américain, au niveau européen, au niveau asiatique. Mais pour le faire, bien sûr, il faut qu'il y ait des success stories. Et je considère que le Maroc, c'est une success story. Il faudrait que nous puissions, bien sûr, davantage renforcer, voir ce qui a marché et comment essayer d'implémenter certains éléments de réussite dans nos économies pour permettre de renforcer la production des biens échangeables. Parce que c'est très clair. Durant un bon bout de temps, je disais, au niveau de la Banque mondiale, on disait que l'industrialisation, c'était plus important. Mais le discours a changé aujourd'hui. L'industrialisation pour les pays africains, ça donne des opportunités. Il faudrait que nous puissions faire davantage. Nous savons les secteurs où les pays africains ont des avantages comparatifs. Il faudrait maintenant que cette dynamique puisse permettre que nous arrivons à atteindre ce que nous recherchons. Donc, c'est dire que aujourd'hui, les pays africains, je regarde mon temps, j'ai encore du temps, non? Bon, aujourd'hui, la coopération sud-sud, incarnée par les relations du Maroc, des autres pays africains, parce que le Maroc démontre une certaine ouverture. Et dans le cadre des échanges, les responsables marocains, que ce soit au niveau de l'énergie, soit au niveau de l'industrie, que ce soit au niveau de mon ami Bourita, il y a cette ouverture qui est là. Cette volonté de construire ensemble quelque chose de très fort qui puisse permettre que l'Afrique puisse gagner, les pays africains puissent gagner et que le Maroc aussi puisse gagner de ce côté. Donc c'est ce partenariat, je dirais, win-win, cette volonté de faire un saut qualitatif, de mettre en place des éléments réussis en ce qui concerne la zone, la ZLECAf, avec des productions, surtout avec une ouverture, avec la mise en place des politiques commerciales pratiques, des politiques économiques, des politiques industrielles qui laissent la chance à certains pays que nous pouvons atteindre ce que nous recherchons. Merci. Merci, Excellence, Monsieur Imongo. So let's go to Argentina now. We've been discussing this concept of a global South from an African perspective, right? As a matter of fact, Morocco, under the vision of His Majesty the King Mohammed VI, launched. It was actually last year, but he insisted on this initiative of the African Atlantic. Last November the 6th, we were celebrating the 75th anniversary of the Green March. Well, my question is about this new South and the Atlantic and how Morocco would play a role bridging, as we were talking about new bridges, bridging the two parts of the Atlantic, of the South, the global South, and incorporate this concept of South-South cooperation. Thank you. So it's, sorry, I forgot to introduce you. Carola Ramon, Vice President of the Council of Argentina for International Relations. Thank you very much. It's a pleasure to be here and in this excellent panel. Everyone that's been to Morocco has seen how impressive the development is.
I came to Tangier for the first time in 2019, and even comparing 2019 and today, you can clearly see the development. And I think that's an example for many of us emerging countries. We were listening to the Minister of Production at the opening ceremony, and he gave some impressive figures as well. He mentioned the 87% of exports with value added. He mentioned the 38% of use of renewable energies. He mentioned, of course, infrastructure here in Tangier, the Med Port. And he mentioned that Morocco is the second largest investor in Africa. So not only is Morocco an example in development, but also a key player in African development. And events like the African Investment Forum as well are very, very important, because it's a platform to be able to channel investment into the most promising areas in the continent and build value chains that also allow the continent to insert into global chains in the rest of the world. Now, we're living in a world where we have lots of crises. We have the pandemic. We're talking all about climate change, food security, energy security. Our countries of the global south have a lot to offer in this respect. We are the key that unlocks food and energy security. But we need to do it in a proper way. When you hear terms like securitization and de-risking and friendshoring, and this leaves us where? Do we have to choose a friend? What is the role of the southern countries? And I think that role is key to be able to integrate, and not only within our continent, but south-south. That will allow us not only, as I said, to strengthen our value chains, but also to be able to bear the external shocks in a much better way, and also to navigate all these geopolitical tensions that are happening at the moment without having to choose sides all the time, or feeling a bit wary of, oh, well, if I join these, then the other one is going to be upset. Now, finding one voice in our regions is very difficult. I've been in government myself. I've been Undersecretary for Economic Negotiations at Ministry of Foreign Affairs, and I've been Undersecretary at Ministry of the Economy, and here there are people that have much higher posts than me. So needless to say that when you go negotiating as a bloc, you negotiate much better. You have a better bargaining position, and that is key for our regions. Aligning ideas, concepts, and where we want to go is vital. Now, from Latin American integration experience, this is not very easy either. It's not an easy path. At least in our integration schemes, we found the problem, well, infrastructure is a key problem. We've never got over that. We need a lot of infrastructure, and that's hindering integration. And politicization of our integrated areas has always been difficult, even if in a little Mercosur of 4 countries. 4 countries that have they have 2 languages, very similar cultures, very similar colonization pasts, and even we share independence heroes. So it should be easy, and yet it's not very easy at all. So I think we have to keep in mind what the strategic goals for our continents and for the common South are in order to move forward. And I'm going to tell you an analogy that I always use when I'm talking about integration in Latin America. And I see integration and talking to each other and finding a strategy, a long-term strategy. But when you look at Southeast Asia and China and the way they developed not because they are cleverer, not because they had more resources. They developed because they had a clear strategy. And they stuck to that strategy for decades. And that's what really worked, hard work and a strategy. Now, when you look at our countries, my analogy is it's like an apartment block. You have a building, and we're all living in the same building. One continent, one building. Some of us are living in a higher flat with a terrace, a nice view. The other one lives downstairs with not such a nice view. Some flats are bigger, some flats are smaller, but we all share the same building.
And perhaps we don't like each other, perhaps we don't share many things, we raise our children differently, we have different lifestyle, we do different things, but we have the same building. We share the same lift, we think about the security, the cleanliness, and the functioning of the building. And that's what we have to get over our differences and work on those common topics. And when I think about South-South cooperation, rather than just one building, we are on one road. And that road, we need paving, we need the trees to be cut, we need the grass to be kept nice, we want flowers, we want our road to be nice. And that's why we have to get over our differences, which are many, obviously, and focus on the long-term thing. And again, our regions are the key that unlocks energy and food security for the future. So I think, as I said, the ones that like me and many of you who have been in government-to-government talks are essential, but also events like these, think tanks getting together and getting policymakers, academia, and business people together are essential to build the necessary networking that we need in order to unlock our future. Thank you. Speaking just of networking, how would you advocate, because you started your intervention by speaking about the evolution of Morocco, how would you advocate in your building about your visit to the other part of, let's say, this street that is the Atlantic, that is Morocco, and all the positive things? How would you advocate about this to your neighbors in the building, namely the other Latin countries? Well, I think I'm lucky. It's the third time I've been invited to attend this excellent forum, and I always tell my colleagues how impressed I am to hear different views, but sort of different but similar. And it's very enriching to me to be able to get all this experience, which I try to tell when I get back home. I hope I do a good job, but it's very enlightening to see the same topics that worry us all, but analyzed from a slightly different perspective. But to see, and I every time I leave Morocco, I feel quite hopeful that we can actually do it, that South-South cooperation is in fact possible. Yeah, it starts with a hope, with an idea, and then action. Thank you, Mrs. Ramon. Okay, so we heard from Africa, heard from Argentina, and let's hear from France. We have a deputy for French expatriates from the National Assembly of France, Karim Benchir. You can applaud. He's also a member of the Finance, Budget and Evaluation Committee at the National Assembly of France and president of the France-Morocco Parliamentary Friendship Group of the National Assembly. Okay, I would ask you a question first about, bon, je vais m'adresser à vous en français, ce sera plus simple. On a parlé de cette initiative et j'ai interpellé Madame Ramon en ce qui concerne cette initiative atlantique, l'Afrique atlantique, qui a été conçue, imaginée, dessinée par le souverain et qui commence un peu aussi à prendre forme, aussi jeune soit-elle. Alors, j'aimerais bien avoir un peu votre lecture d'une telle initiative, comment elle jouerait un rôle dans l'intégration africaine, parce que c'est notre sujet aussi. Mais avant, j'aimerais bien un commentaire sur cet appel de Tanger, Monsieur Benchir. Merci, Madame la Présidente. Du coup, j'ai bien aimé qu'on vous appelle Madame la Présidente tout à l'heure. Ça va. Pour ce qui est du commentaire, en fait, s'il y en a un seul à faire, pour ceux qui doutaient encore de l'ancrage africain du Maroc, je pense qu'ils en sont un peu pour leurs frais, quand on voit le sens de l'histoire. S'agissant de l'initiative atlantique, je pense que ce qui est intéressant de voir, on parle désormais, elle vient parachever, vous savez, quelque chose, l'apparition du Maroc comme acteur global.
on a longtemps, mais ça vient d'où? Je veux dire, on a tendance, je pense, à pas assez mettre l'accent sur ce qui a été fait au Maroc pour devenir acteur global. C'est-à-dire que tout cela s'appuie déjà sur des initiatives plus anciennes qui ont été prises. Ça s'inscrit sur l'initiative Atlantique, s'inscrit sur Tangemed. Tangemed est déjà beaucoup plus ancien. Et ça vient parachever ces initiatives déjà anciennes. C'est comme le Maroc, ça vient compléter le Maroc, qui est un acteur désormais continental, on va dire, à minima, même un acteur global aussi, il est commencé à l'être au moment de la COP22, c'est-à-dire sur la question de la transition, sur la question de l'adaptation. Là aussi, c'est quelque chose qui remonte à 15-20 ans désormais. Quand j'entendais le ministre parler du mix énergétique qui est atteint aujourd'hui par le Maroc, ça s'appuie sur quelque chose de beaucoup plus ancien. Donc voilà, il faut aussi voir ce qui a été fait quand même par le Maroc, on va dire ces 20-25 dernières années, pour émerger depuis acteur national à acteur régional, acteur continental, et désormais, grâce à cette initiative, moi je pense que ça vient parachever ce caractère un peu du Maroc qui devient acteur global. Et c'est ça, je pense, qu'il faut aussi souligner. Acteur global dans quel sens? Je reviens sur l'importance de, déjà, l'ancrage régional du Maroc. L'ancrage régional, on en a beaucoup parlé, et ici, d'ailleurs, un certain nombre d'acteurs en ont parlé avec la question de la CEDEAO. Il ne faut pas oublier, effectivement, le Maroc qui se voit son ancrage au sein de la CEDEAO. La CEDEAO renvoie à quelque chose de très naturel. Peut-être que certains des speakers en parleront plus tard. Il y a là une intégration régionale naturelle, quasiment, qui repose sur des mobilités qui datent, les géographes ont travaillé là-dessus, les mobilités au sein de la région Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Sahel, datent d'il y a plus de 5 siècles. Et c'est ça que le Maroc est en train de réintroduire quelque part. Il faut vraiment ne pas sous-estimer l'importance de ça. Ce que je veux dire par là, et de même qu'avec cette façade atlantique qu'il développe, le Maroc redonne à la région finalement ouest-africaine. Moi, c'est celle qui m'intéresse parce que bon, je suis député des Français de l'étranger en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord, donc c'est de cette perspective-là que je parle. C'est-à-dire que redonner une perspective atlantique à un certain nombre de pays de la région est quelque chose de primordial, de central. Il ne faut pas oublier que les pays sahéliens, historiquement, moi, c'est des pays aussi qui m'intéressent beaucoup, historiquement, étaient des pays centraux. C'était des pays qui assuraient, on va dire, la liaison entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. D'où, par exemple, on parle toujours des pays sahéliens comme des pays du commerce, des pays historiquement commerciaux, avec des places comme Tombouctou, Kidal, etc., qui sont des grands centres commerciaux historiques. On voit que dans le mouvement d'après les colonisations, on a une façade atlantique qui s'est tournée, grosso modo, pour ces échanges vers l'Europe. On a une façade nord qui s'est tournée aussi vers l'Europe. Et ces pays qui formaient réellement le bassin régional, d'ailleurs ça s'appelait le bassin sahélo-saharien, petit à petit, on a appelé ça la bande sahélo-saharienne. On a marginalisé ces pays-là au sein même de leur région. Et je pense qu'on en a tous payé le prix de cette marginalisation. Et c'est pour cela que je dis réouvrir l'Atlantique et reprendre quelque part qu'un acteur d'Afrique du Nord puisse refaire désormais le lien avec toute l'Afrique de l'Ouest est d'une importance, je pense qu'on ne souligne pas assez. C'est-à-dire, quelque part, ça va redonner aussi aux pays sahéliens leur rôle historique, qui a un rôle vraiment central, redonner à ce bassin sahélo-sahélien tout son sens, en reconnectant les deux rives régionales. Et encore une fois, je pense qu'on en a assez payé le prix ces 15 dernières années de cette marginalisation pour qu'aujourd'hui, un acteur global, régional comme le Maroc joue un rôle dans cette remise au centre. Donc voilà, c'est de cela que je parle quand je dis aussi l'importance de, comment dire, cette initiative atlantique du Maroc. À mon sens, elle pourra être salvatrice quelque part, et je pèse mes mots pour cet ensemble régional, parce qu'on sait qu'après, bon, bien sûr, elle va s'appuyer
sur Tangemed, mais elle va s'appuyer aussi sur Dakhla, elle va s'appuyer sur tous les autres ports qui existent sur la façade atlantique ouest africaine. Et ce que je disais aussi au départ, et ça inscrit enfin le Maroc non plus simplement comme acteur régional, beaucoup ont parlé aussi du Maroc comme acteur continental, on a vu le rôle de l'OCP qui a joué pour que le Maroc soit aussi un acteur continental, mais là un acteur global, effectivement, après c'est la connexion avec notamment l'Amérique latine. Donc voilà, moi, ce sur quoi je voulais véritablement centrer pour l'instant et poser la question, simplement, hein, je sais qu'on n'a que quelques minutes, mais c'est voir cette histoire longue dans laquelle s'est inscrite le Maroc. Déjà, enfin, on ne devient pas un acteur global comme ça en venant de nulle part. C'est qu'effectivement, le Maroc s'inscrit dans une intégration régionale quasiment naturelle. Ça s'inscrit sur un travail aussi de longue haleine. On ne devient pas non plus un acteur continental d'un point de vue de comment dire, de transition énergétique comme ça du jour au lendemain. C'est le fruit d'un travail et de le Maroc est un des pays qui a pris au sérieux la question climatique depuis très longtemps. Et aujourd'hui, ça se voit et il devient un acteur continental. Donc voilà. Et après, là, en tant que Français, je veux dire, ça va poser aussi la question de comment, du coup, devons-nous aussi regarder le Maroc, parce que c'est ça la question qui se pose aujourd'hui, finalement, en tant qu'Européens aussi. Et c'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore assez pris en compte. Quand on regarde le Maroc, bah effectivement, c'est un acteur global qu'on regarde et tout cela va venir redéterminer la nature des partenariats que nous pouvons avoir avec un pays comme celui-ci. Véritablement, on entend beaucoup parler ces derniers temps, par exemple, de coopération. J'aime pas le terme, parce qu'il est connoté aussi autrement historiquement, mais de coopération triangulaire. Je trouve qu'il va falloir trouver autre terme que coopération triangulaire. C'est-à-dire s'appuyer sur l'expérience marocaine, notamment, et le considéré comme un acteur qui parle aussi pour une région, qui parle aussi pour un continent, et pas simplement le Maroc qui parle pour le Maroc, en fait. C'est au-delà du Maroc, c'est beaucoup plus grand, en fait, quand on discute avec le Maroc. Donc ça aussi, ça va être assez déterminant, je pense, dans les 5, 10, 15 prochaines années, comment reconstruire aussi nos partenariats et les réarticuler autour de cette notion de ce sont des acteurs globaux qui se parlent et non plus simplement des acteurs nationaux. Cette question va être aussi importante. Donc voilà, merci. Merci Karim Bencher. Alors, il y a un élément très très important. Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Donc, bien naturellement, je vais vous interpeller sur le volet sécuritaire. Et avant, et justement, quel pourrait être l'impact sécuritaire de l'expulsion d'une entité factice sur la sécurité dans cette région sahélo-saharienne, du pas bande sahélo-saharienne, la région sahélo-saharienne. Merci. Merci à vous, Emmanuel. Khadija, alors je vais évidemment, je ne vais pas éluder la question, je ne vais pas m'y dérober, mais quand même, je voudrais m'appuyer sur ce qui a été dit précédemment pour rappeler quand même le caractère particulièrement prospectif plutôt, de l'appel qu'a fait le roi à l'occasion du discours prononcé le 6 novembre dernier. Il a parlé d'une certaine manière, et il le fait fréquemment, urbi et orbi, pour son peuple et pour la globalité. Je crois que c'est ce que Karim a voulu dire en évoquant le fait qu'il faille considérer que ce qui se fait au Maroc aura un impact sur son voisinage et de manière plus globale. Car je crois qu'il est fortement question de cela à travers l'appel de Tanger. Nous-mêmes, universitaires, avons modestement fait en juillet dernier un appel de Salé qui complète l'appel de Tanger en mettant en avant ce que Madame disait, c'est-à-dire la convivialité stratégique ou la manière dont les think tanks, les universitaires peuvent aussi contribuer à apporter quelques éléments prégnants sur cette question, cette coopération ou cette diplomatie académique. Je crois aussi qu'il faut rappeler que la proposition du roi, qui s'inscrit dans une démarche profondément sécuritaire, et je vais répondre à votre question, nous rappelle quand même une réalité historique qu'on avait un peu oubliée. Le rêve d'une Afrique unie qui est née à Casablanca
en janvier 1961 autour de la manière, la geste fédérative autour de Mohamed V, de Kwame Nkrumah et de Sékou Touré et Modibo Keïta. Je vois qu'on a un ministre guinéen, donc je le cite bien volontiers. Cette initiative consiste à dire qu'effectivement, il faut tenir compte de la sécurité du continent africain et plus particulièrement ouest-africain dans une logique de décloisonnement, en mettant en avant que nous faisons face aux mêmes menaces et nous faisons face aux mêmes acteurs qui perturbent cet ordonnancement des choses. Les organisations terroristes en sont évidemment un des éléments les plus prégnants. Une initiative qui, je crois, est salutaire pour avoir une approche holistique de la sécurité. On ne lutte pas contre le terrorisme en ne faisant que du contre-terrorisme. On ne lutte pas contre des groupes armés en n'ayant pas une dimension politique. Je crois que c'est le fondement de la résolution 2703 qui a été adoptée au Conseil de sécurité. Mais je voudrais également très rapidement rappeler en quoi l'africanité du Sahara, ou l'africanité pardon du Maroc et la marocanité du Sahara a un impact beaucoup plus global sur un nouvel ordonnancement des choses. Ça a été évoqué avec notre collègue d'Amérique latine. L'Atlantique Sud répond à ce qu'était la centralité stratégique il y a 45 ans de l'Atlantique Nord. Je ne dis pas qu'il faut créer un OTAN comme on l'a créé en avril 1949, mais je crois qu'une logique sécuritaire, ou en tout cas visant à sécuriser les 23 pays de la façade atlantique, correspond parfaitement avec l'élargissement des mouvements tels que le BRICS, auquel vient d'adhérer le pays dont Madame est une ressortissante, avec une logique de sécurité, mais davantage une sécurité maritime, si vous me permettez de focaliser sur ce point. Car je crois que c'est sans doute l'élément le plus important et peut-être l'élément le plus déterminant qui va fédérer, qui va coaguler, ou en tout cas créer la cohésion de part et d'autre de l'Atlantique et de part et d'autre du continent africain. Une initiative donc atlantico-africaine, avec, faut-il le rappeler, une réalité marocaine bien connue des Marocains, 3500 km de façade maritime, 1,2 million de kilomètres carrés de zone économique exclusive, et avec 9 régions littorales sur 12, évidemment, un rôle particulier que le Maroc assume pour lui-même, et bien évidemment pour les pays qu'elle permet de désenclaver ou de décloisonner. Karim l'a évoqué, je crois que la façade atlantique est une ouverture économique et surtout une façon de coopérer davantage sur le plan sécuritaire avec des partenaires de l'autre côté de la Méditerranée, appelons ça une Atlantique Sud ou un agenda Atlantique Sud qu'il faudra, ou un agenda transocéanique si vous me permettez ce terme, qu'il faudra étayer, encore une fois, avec la notion que ce qui fut fait il y a maintenant 75 ans en Atlantique Nord doit être fait dans l'Atlantique Sud, car c'est là où se coagulent un certain nombre de menaces. C'est précisément, je crois, aussi un élément qui conforte l'idée que nous devons avoir d'un Maroc qui nous sert de piédestal ou de premier étage d'une fusée, qui nous permet, nous, Français, je parle en mon nom d'indépendance française, mais en tant qu'expert, de permettre de fédérer ce qu'on pourrait appeler des partenariats en pays tiers. Alors, la triangulation auquel faisait référence Karim Bencher. Chaque pays cherche à consolider son autonomie stratégique. D'ailleurs, la France le réaffirme souvent. L'autonomie stratégique, c'est-à-dire une moindre dépendance, mais une moindre dépendance à 360 degrés, que ce soit à l'ouest comme à l'est, que ce soit sur le plan économique comme sur le plan sécuritaire. Et je crois que la plupart des pays africains, les 53 pays africains, peuvent aussi s'appuyer sur l'expertise marocaine dans ce sens, en essayant de construire des coalitions, et je réponds à votre question, pour lutter contre le terrorisme au Sahel, pour permettre de mutualiser un certain nombre d'expertises. Je crois que c'est ce dont il s'agit quand on voit l'augmentation du budget de la défense marocain et la manière dont les militaires marocains peuvent aider à la formation d'autres militaires. Je crois que ça a été évoqué avec le président de la transition qui a fait ses études ici à l'école militaire de Kénitra, pour ne citer que lui. Donc, c'est mon deuxième élément. Et mon troisième élément, si vous me permettez, en allant très vite, c'est évidemment de penser la question de l'intégration de l'Afrique sur elle-même, mais l'intégration de l'Afrique vis-à-vis de son voisinage. Permettez-moi de dire que l'Europe a davantage besoin de l'Afrique que l'Afrique de l'Europe. Et que l'Afrique a désormais, par le biais de cette émergence ou cette entrée dans l'émergence, un choix qui est multiple.
là encore, dans différentes directions cardinales, que ce soit vers le continent latino-américain ou le continent américain tout court, ou que ce soit sur le continent asiatique, comme il est voisin géographique autant que l'Europe. Et donc, de ce point de vue, nous devons, nous, Européens, regarder avec beaucoup d'attention et beaucoup de vigilance à ce qu'on ne soit pas déconnecté du continent africain. Et c'est la raison, me semble-t-il, que toute initiative visant à créer une vision plus globale, ou en tout cas en dépassant un régionalisme qui, comme ça a été évoqué par Karim Bencher, est parfaitement explicable en mettant en avant que tout ce que nous avons créé pour mutualiser notre approche sécuritaire sur les rives de la Méditerranée, les différentes initiatives, la coopération euro-méditerranéenne, le 5+5, la pensée que nous avons d'un espace civilisationnel, Mare Nostrum, est exactement le même que nous devons avoir sur la dimension sahélienne. Si vous m'autorisez cette comparaison, un Sahel Nostrum. Donc de ce point de vue, penser la coopération maritime avec la fluidité et donc toutes les insécurités que cela permet donc de malheureusement avoir à combattre, de la même manière dans cette fluidité de cet espace ouest africain, sans remonter à la Tidjara de Fès au XVIIIe siècle, sans remonter à l'histoire plurimillénaire ouest africaine de l'Empire chérifien, avec une logique qui s'approprie, évidemment, qui se conçoit, à travers cette introspection historique et la manière dont tous ces sujets sont revenus. Parce que vous évoquiez tout à l'heure le fait que c'est une innovation. Non, c'est tout simplement ce qui était déjà à l'origine de la réflexion à Casablanca, en se posant la question de savoir où devait se situer le continent africain par rapport à des pays qui eux-mêmes devaient renégocier ou reconsidérer leurs relations avec les pays du Nord. Merci Emmanuel Dupuis. Amin Laridi, Chairman, International Expert in Diplomacy and Sovereignty, Head and Board Member of key international structures. So maybe something about the appeal of Tangier first. And since we're talking about this initiative of African Atlantic, what are the opportunities, especially given the logistics, transports, and other aspects of the I'm sorry, I'm lost in translation. Of the just to make it happen and to make it a good, efficient, and prosperous result for the populations of those countries, the 23 countries, African countries on the Atlantic Ocean. Thank you. With your permission, Mrs. President, I will be answering the second part in English and the first one in French. Is that okay with you? Perfect. You are the leader of the table. I'm already lost in translation. So. No worry. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier Madame Khadija d'avoir eu l'amabilité d'éteindre la clim. Il commençait à faire froid dans la salle et le thème est très chaud. Absolument. Alors, un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai promis et j'ai demandé à Madame la Présidente au départ de céder la moitié de mon temps d'allocution à mes frères africains. C'était un choix, je l'assume amplement. Et c'était un acte de foi d'abord, un acte de confiance et un acte souverain. Ces frères, tout comme nous, royaumes et Marocains unis autour de notre roi, défendant la souveraineté du continent africain, défendant la paix et la sécurité dans notre continent, étant un bouclier contre l'extrémisme et le terrorisme, essayant de bâtir d'une main notre pays et de l'autre de contribuer à bâtir notre continent et nous considérons que c'est un devoir, nos frères, nos sœurs africains aussi nous le retournent très bien. C'est l'occasion pour moi de vous remercier très humblement en tant que humble citoyen marocain qui a eu l'honneur d'être avec vous dans 41 pays africains et qui vous a écouté défendre la cause nationale alors que j'étais le seul Marocain à parler, mais je me suis retrouvé à être entouré de sœurs et de frères qui eux aussi ont été Marocains, qui eux aussi ont défendu notre souveraineté. Merci beaucoup. Honoré de voir que nous parlons de cancer, d'autant plus qu'il s'agit de femmes et d'hommes de très grande intégrité, au parcours politique des plus honorables. Vous en êtes les représentants aujourd'hui.
Je vais répondre à Madame Khadija en disant que nos frères africains, quand ils parlent par la conscience, ils parlent parce qu'ils savent que soutenir le Maroc, soutenir le royaume du Maroc et la légitimité territoriale du royaume du Maroc, c'est soutenir la souveraineté de tout le continent africain. Que toute personne qui ose ne serait-ce que penser ou avoir un doute est en train de soutenir non seulement le séparatisme, mais le terrorisme, le chaos dans notre continent africain. Ils parlent parce que c'est des hommes de droit, ils parlent parce que c'est des hommes politiques, ils parlent parce que c'est des gens qui croient au futur de notre continent qui ne peut se faire que la main dans la main, loin des dogmes du passé et dans le respect, encore une fois, de la souveraineté. Et je pense que si j'ai eu l'honneur hier, non pas de présider comme vous, madame, mais de modérer une session dédiée à la souveraineté économique, c'est que nous sommes passés à une autre dimension. Qu'aujourd'hui, l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, qui n'a jamais été un sujet de discussion, qui n'a jamais été mise sur la table, fait le consensus. Et qu'aujourd'hui, on parle de bâtir ensemble la souveraineté économique du Royaume du Maroc. Et j'aimerais bien faire un focus très pratique et pragmatique sur 3 besoins communs, en plus de la paix et de la sécurité et de la lutte antiterroriste. 3 besoins qui sont d'ordre économique, qui nous permettent de travailler ensemble, de créer de la prospérité ensemble et de consolider nos acquis communs. Sécurité alimentaire, d'abord. Señora Ramon, vous en avez parlé. And then, allow me actually to switch to English, because I always keep my promises. As a Moroccan. Mrs. Ramon, Her Excellency, Mrs. Minister, and also Vice President of CARI, one of the biggest think tanks in the world, spoke about food security. And the Kingdom of Morocco, under the high leadership of His Majesty, plays a key role and takes it as its responsibility to contribute to the food security in the world. As a matter of fact, a few weeks ago or a few months ago, I was in Rome, guest of honor of the FAO, and I spoke about this strategic role. And I made a link between food security and stability and fighting terrorism, on how to transform the borders in many countries in the Sahel, instead of zones of conflict, to zones of cooperation for agriculture, but also for growing cattle, in order to answer the growing need for proteins, not just in our continent, but around the world. And let's not forget that the tribes that are angry sometimes, even though they are a minority in our borders, are the ones that host and have terrorists. Creating more value and cooperation throughout the borders is automatically creating more prosperity and taking actually this hat to extremists. And this can also be done through this beautiful project of the port of Dakhla that can serve as locomotive to export these proteins to the world and link also all of African production, not just to the European market, but also to other markets, actually America and else. And we can benefit also from the expertise of other friends in Southern America. I'm not just being diplomat here. I'm being pragmatic, and I'm trying also to contribute concretely to create actually bridges between nations. And that's what we all Moroccans actually try to do. Second, green energy, ladies and gentlemen. Morocco is good in transforming yin into yang, weaknesses into strengths. And we don't tell lessons. We try to share them humbly with our sisters and brothers in Africa. And we try also to learn from our sisters and brothers for Africa, because they have lots also to tell us and to tell the world, because we are respectuous. You noticed how actually we were calling each other sister, brother. It's not just a word. That's because we know each other. And knowledge is very important, is very key. And since I see that there is a lot of youth around this round table, my message is, please get to know your continent. Because developing an Atlantic coast, yes, it's fisheries, yes, it's logistics, yes, it's export to the world, yes, it's the maritime, and I'm an expert in the maritime, but it's most of all tourism, traveling. We know actually other continents such as Europe more than we know our own continent. We speak actually foreign languages more than we speak actually local languages, if we still do speak any of our local languages. We know the history of Greece more than we know the history of Gabon, more than we know the history of other beautiful countries that we respect so much. This is actually the challenge, ladies and gentlemen, and this is what Morocco is trying to bring to the table. When His Majesty is in any of his royal visits, he put it as a point of honor to buy local art crafts, to respect local culture, to speak
in at least few words actually in the local language, to be as humble as possible, showing us all as Moroccans, official and non-officials, the way, humbleness and respect toward Africa, because we are anti-colonialists. We are here to help Africa, not actually close itself, but to open in a respectuous way to the world. And not just actually by the values, and not just by the words, but concretely. Concretely. This is a country that used to import all of its oil and gas. And today we have the honor of exporting to Europe continuously green electricity and energy. Our electrical grid is today actually arriving to Gargaret. Tomorrow it can go to Mauritania and down to Nigeria on the same level as the beautiful projects from Nigeria that you mentioned, Your Excellency, through 13 sovereign countries to Morocco, contributing not just to export of gas, contributing also to the better welfare in all of African nations that it will be going through, contributing to creation companies that will be doing the infrastructures, contributing actually to encouraging engineering, contributing to producing the PVC tubes, contributing to making Africa trust itself concretely and work hand in hand. Because political agreements are very important. Building actually common vision is very important. But most important is to keep the beacon hot and lighting, and to have the youth around us engaged in this process. And that can only be done through quick wins, things that people can visualize and help in the field. We are in a world almost in chaos, and we don't want it to be totally in chaos. And Africa doesn't have to suffer from what is happening around it, doesn't have to be miserabilist. We need to trust ourselves. We need to work hand in hand, and the way is there. It's a true cooperation, and prosperity doesn't only bring jobs and money. It brings also stability, it brings trust, it brings a vision that changes, that we Africans can stand up, work very hard, and make the world applaud how a continent went from poverty to prosperity and dignity. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Amin. With all the humility that you know about me, I'm just a facilitator. I'm not a president. And last but by no means least, thank you. It was very strong intervention, Amin. Not but by no means least, we have discussed this issue many times in my show, Professor Roudani. And today, as a matter of fact, with all the geopolitical mess, let's call it this way, it is very delicate to address some geostrategic issues. However, Morocco has chosen, and it was mentioned and recalled by Amin, the openness. How would this help in achieving goals of Morocco? I just asked the question in English because I think the translators left so that the non-French speakers follow, and I'll do the translation of his answer later. Donc, nous avons adressé la question à plusieurs reprises dans le cadre de l'émission à laquelle vous nous faites honneur de venir participer, partager vos analyses avec nous en tant qu'expert en géostratégie, Cherkaoui Roudani. Comment, selon vous, et vu le contexte vraiment très compliqué, vu le contexte géopolitique très compliqué et de prendre les décisions, c'est vraiment quelque chose de très délicat aujourd'hui. Comment cette ouverture du Maroc permet-elle d'ouvrir de nouveaux horizons, soit-il sécuritaires, économiques et aussi socioculturels? Merci. Oui. Merci beaucoup Khadija pour cette question. Je suis très content d'être parmi vous ici. Votre question est très très importante parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme le thème de cette année 2023, on parle de polycrise, on parle de polymonde. Donc effectivement, il y a plusieurs. Nous sommes dans un monde où il y a plusieurs incertitudes plus que de certitudes. Donc nous vivons dans un monde en mutation globale, donc un monde où il y a plusieurs équations géostratégiques qui sont en train de s'enchevêtrer.
avec des défis sécuritaires, des défis aussi géopolitiques de dimension. Donc, je parle de défis de changement climatique, par exemple, quand je parle du continent africain, avec la crise russo-ukrainienne, avec, le monde vient de sortir de la pandémie Covid-19 avec des impacts sur les économies nationales et les finances publiques des États. Donc, de fait, aujourd'hui, dans cette situation, il y a plusieurs stratégies. Nous sommes dans une globalisation de stratégies qui est en train de façonner le monde. Une globalisation de stratégie qui se décline à travers des doctrines géopolitiques qui façonnent aujourd'hui l'ordre mondial qui viennent. Je parle de la doctrine géopolitique de l'Indo-Pacifique élargie englobant le continent africain. Je parle de la doctrine géopolitique du nord de l'Atlantique. Je parle de la doctrine géopolitique de l'Atlantique du Sud. Donc, et de fait, aujourd'hui, le Maroc, en tant que pays africain, je le considère, scientifiquement parlant, même avec un art opératique stratégique, c'est le centre de gravité d'un triangle géostratégique très important. C'est un pays qui est géostratégique pour vis-à-vis l'Europe. Nos amis tout à l'heure, ils ont parlé de la question sécuritaire et certaines initiatives, comme il a dit Emmanuel, sur la Méditerranée. Donc, de fait, il y a plusieurs défis, enjeux qui sont à considérer dans cet espace géopolitique et dont le Maroc joue un rôle primordial pour la paix et la sécurité des continents européens. On ne va pas tarder là-dessus, mais dans la lutte contre le terrorisme, tout le monde le sait que grâce au service de renseignement marocain, grâce aussi au travail sécuritaire marocain, le Maroc a pu démanteler, a pu déjouer plusieurs attentats, à plusieurs attaques terroristes en Espagne, en France, en Belgique, même au Canada, même aux États-Unis. On parle de Cole Bridges, l'un des éléments de Daesh qui voulait attaquer New York en 2021. Donc, je pense aujourd'hui, il y a aussi la doctrine géopolitique de l'Indo-Pacifique, comme nous venons de dire. Donc, le Maroc, il a assumé ses responsabilités. Donc, en tant que pays proche de l'Europe, signataire d'un statut avancé, joue un rôle très important dans une politique de voisinage européen. C'est un pays aussi africain, mais aussi c'est un pays arabe, avec un déterminant géopolitique très important dans les questions du Proche-Orient. Donc, de fait, aujourd'hui, le Maroc, effectivement, joue un rôle très, très important. Comme l'a dit notre ami Karim Benchir, c'est un acteur global dans les équations sud-sud. Et quand on parle des équations sud-sud, ou bien les relations sud-sud, on parle des relations géopolitiques qui sont très, très importantes concernant le continent africain et concernant aussi cette fracture qui existe entre le nord global avec le sud global. Et de fait, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI sur la mise en place d'une vision qui permettrait au continent africain, à 23 pays africains qui sont limitrophes ou bien qui sont des pays atlantiques, de s'inscrire dans une stratégie globale pour qu'ils soient des acteurs très, très importants dans l'Atlantique. Donc, on parle aujourd'hui d'une solution d'équilibre qui permettrait de gérer cette confrontation stratégique dans la Méditerranée entre deux visions de le nord de l'Atlantique, donc avec une vision occidentale, avec aussi le sud atlantique, avec une vision de pays du sud qui ont de l'ambition d'être dans une vision plus globale de développement économique et aussi développement stratégique dans l'Atlantique. Et de fait, aujourd'hui, le royaume du Maroc, donc c'est pourquoi on considère que cette initiative royale d'inclure et aussi d'appeler le continent africain à jouer un rôle très important dans l'Atlantique à travers la mise en place des stratégies opérationnelles qu'on va voir très très bientôt, d'ailleurs dans le discours de Sa Majesté adressé à l'occasion de la 4e édition du Forum de l'investissement en Afrique, dont le thème a été choisi d'une manière très intelligente, libérer les chaînes de valeur pour une meilleure intégration, une meilleure adhésion des communautés régionales économiques en Afrique pour une intégration parfaite du continent africain. Moi, je pense que nous sommes dans cette stratégie de mettre en place donc certaines arts opératiques pour asseoir cette vision royale, de mettre en place donc des stratégies pour que les 23 pays
atlantique africain assume cette responsabilité et de jouer un rôle primordial dans le développement de cette vision de l'Atlantique. Et de fait, aujourd'hui, donc, je pense l'un des points qui sont très importants, qui a été aussi souligné dans le discours de Sa Majesté à Marrakech lors de ce forum de l'investissement en Afrique, c'est la mise en place des infrastructures. Les infrastructures, c'est une initiative qui est très très importante parce que lorsqu'on voit le continent africain dans le classement mondial des infrastructures, c'est un pays qui regorge, tout le monde le sait, des matériaux critiques, des matériaux stratégiques aussi très importantes, mais malheureusement c'est un pays qui reste, c'est un continent qui reste vraiment très très pauvre, très dépendante de beaucoup de l'Occident, de Nord global. Donc, et de fait, aujourd'hui, il y a des stratégies qui se déploient pour sortir de ce continent, de ce marasme économique, et aussi de faire face à certains défis géopolitiques. Notre ami Laridi a parlé de terrorisme. Je pense aujourd'hui la question sécuritaire, c'est une question très très importante dans le continent africain. Il y a plusieurs mouvements séparatistes, plus que 17 mouvements séparatistes. Nos amis du Cameroun le savent très bien, du RDC avec le mouvement 23, l'Ambazonie, donc au nord du Cameroun, le Nigeria, tout ça. Donc 17 mouvements séparatistes, c'est un problème qui freine, donc c'est un frein de n'importe quelle stratégie pour développer le continent africain. Donc je pense aujourd'hui, avec l'éclosion des mouvements terroristes dans la bande sahélo-saharienne, aussi, je parle par exemple de la région de l'Iptako-Gourma, ou bien la région des trois frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger, c'est une région, c'est l'épicentre de terrorisme dans l'Afrique de l'Ouest, comme la région par exemple du Golfe de Guinée, qui devient avec le temps maintenant une région qui est très très dangereuse, où il y a vraiment une présence très active de plusieurs groupes terroristes comme Al-Qaïda, comme Daesh, comme l'État islamique au Grand Sahara, comme par exemple le groupe de soutien à l'islamisme musulman de Ayad al-Ghali. Donc je pense aujourd'hui nous sommes effectivement dans une situation qui nécessite de voir le continent africain avec d'autres lunettes. Donc c'est pourquoi donc Sa Majesté le roi Mohammed VI, lorsqu'il a dit que le choix du Maroc pour l'Afrique, c'est pas un choix stratégique, mais c'est un choix qui est animé par une relation historique et aussi qui est animé par un esprit de solidarité et de respect mutuel, et que Africa must trust Africa. Moi, je pense que la solution de l'Afrique pour qu'il puisse s'inscrire dans cette remodélisation des axes à l'échelle internationale est entre les mains des Africains. Donc, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas dire que nous sommes à côté des choses qui animent la matrice géostratégique à l'échelle de l'Occident, mais je pense que le destin de l'Afrique, il est entre les mains des Africains. Comme il a dit notre ami Amin, aujourd'hui, nous devons assumer notre responsabilité, cette responsabilité que nous devons incarner avec courage et avec responsabilité, parce qu'aujourd'hui, avec cette vitesse, avec cette célérité de développement que connaît le monde, le continent africain, malheureusement, il est en train de chercher de patiner donc, pour trouver le chemin pour la construction. Donc je pense que les initiatives de Sa Majesté, et notamment cette initiative atlantique, je pense que c'est une initiative de portée géostratégique, de portée aussi de dimension géopolitique, qui permettra au continent africain, et notamment les pays du Sahel et l'Afrique subsaharienne qui s'enlisent dans une situation d'insécurité et aussi d'incertitude, de sortir et de trouver le bon chemin pour s'inscrire dans une intégration africaine qui permettra à l'Afrique d'assumer ses responsabilités, qu'elles soient géoéconomiques ou bien géopolitiques. Merci. Merci beaucoup, cher Kabeloudani. Alors, il nous reste 6 minutes avant la fin de cette session. Je voudrais, by the way, juste remercier nos chers traducteurs et traductrices pour l'effort qu'ils font de rester et de prolonger leur présence avec nous. Merci beaucoup. Shukran jazilan. Thank you so much. We can applaud them. Okay, anybody with a question? Yes, please.
Merci infiniment, Léla Khadija. Je voudrais, avec votre permission, en tant que citoyen marocain qui a consacré toute sa vie professionnelle au développement socio-économique du continent africain, dire un petit mot sur les relations entre le Maroc et l'Afrique dans sa globalité. Premièrement, je voudrais saluer et remercier l'ensemble des ministres qui font partie de ce groupe qui a lancé à partir de cette prestigieuse ville de Tanger, l'appel de Tanger. On est à la 2e édition, en soutien à l'intégrité territoriale du Maroc et pour l'expulsion de cette fantoche organisation qui a pu être imposée, n'est-ce pas, comme une intrusion lors d'une session de l'OUA consacrée à une question budgétaire au mois de février 1983. Je voudrais dire que ce soutien qu'apporte l'Afrique au Maroc dans la défense de sa cause nationale numéro 1 n'est qu'un retour d'ascenseur au Royaume du Maroc qui a soutenu l'intégrité territoriale de plusieurs pays africains, et permettez-moi d'en citer quelques-uns. D'abord, le Sénégal avec la Casamance, où il y a un mouvement de libération, vous avez cité quelques-uns tout à l'heure. Le Cabinda au Nigeria, la Biafra au Nigeria, le Cabinda en Angola, la Colombie, n'est-ce pas, dans l'ex-Zaïre, l'actuel RDC, n'est-ce pas, et j'en passe. Le Mali à côté avec l'Azawad, etc. Donc le Maroc a toujours été à côté de ces pays pour défendre leur intégrité territoriale et je pense que c'est un problème qui se pose à l'échelle continentale. Malheureusement, on a un voisin qui nous pose des problèmes, on sait les raisons pour lesquelles il le fait et c'est vraiment regrettable parce que nous vivons dans une région où notre REX, communauté économique régionale, est celle qui est bloquée par rapport à celle que nous avons sur le continent africain. Je voudrais rappeler aussi, ça n'a pas été dit, que quelques mois après son intronisation, Sa Majesté Mohamed VI Lansro, lors d'un sommet Afrique-Monde arabe tenu au Caire, a pris 2 décisions majeures. La première, l'annulation de la dette bilatérale des pays africains vis-à-vis du Maroc. Deuxièmement, l'admission des produits en franchise de droits de douane. On n'a pas attendu la ZLECAF pour parler d'admission libre, n'est-ce pas, sur le territoire douanier marocain, etc. C'est des choses incroyables. Sa Majesté a été déclarée leader de l'Union africaine, n'est-ce pas, sur la question migratoire. Donc on a un observatoire de la migration, on a régularisé des milliers de citoyens qui jouissent des mêmes droits que les citoyens marocains, etc. Le soft power marocain s'exerce également, non pas uniquement à travers ces relations bilatérales qui ont été cités. On est le premier investisseur en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, deuxième au niveau du continent africain, mais nous sommes également présents dans les organisations continentales. Je veux citer celle où j'ai passé ma vie professionnelle, la Banque africaine de développement. On a eu quand même la chance d'avoir eu un citoyen marocain qui l'a présidé. Je voudrais rendre un hommage particulier à Omar Kabesh, qui est conseiller de Sa Majesté aujourd'hui, qui a sauvé cette institution, qui a perdu sa notation AAA, n'est-ce pas, en 1992, et il l'a rétabli, et puis on a fait des choses énormes. Le Maroc joue aussi le rôle de catalyseur pour mobiliser les ressources dans le cadre de la coopération trilatérale. Donc on mobilise des ressources auprès d'autres organisations financières internationales en faveur de nos pays africains. Et au conseil d'administration de la Banque mondiale, de la Banque islamique de développement, de la BAD, de la BOAD où nous sommes actionnaires, de la B2AC aussi où nous sommes actionnaires également, on défend le développement économique et social de ces pays. Sans compter, bien entendu, les bourses qui sont données chaque année à tous les pays africains, n'est-ce pas? On a cité le Malawi, il y a le Cap-Vert, il y a le Sénégal, il y a la Somalie, il y a tous les pays sans exception. Et ce sont nos véritables ambassadeurs aujourd'hui dans ces pays. Il faut leur rendre hommage pour l'action, n'est-ce pas, qu'ils mènent. Je disais tout à l'heure au ministre, l'ancien ministre du Gabon, que j'ai effectué une mission au Gabon en pleine période de Covid. Et pour retourner au Maroc, il fallait que je fasse un vaccin, n'est-ce pas? Je suis allé à l'hôpital militaire de Libreville et c'est un médecin qui a été... Il me parlait en Derija. C'est un Gabonais qui a été formé ici. Il m'a invité à déjeuner chez lui et tout pour te dire que vraiment c'est la fraternité et c'est la solidarité. Donc voilà un peu le témoignage que je voudrais apporter. Mais je voudrais les interpeller aussi à tous les ministres qui sont présents ici pour leur dire que cette coopération ne doit pas être à sens unique
uniquement Maroc, Afrique subsaharienne. J'aimerais bien voir des banques africaines, notamment Ecobank et autres, ouvrir leurs bureaux ici. J'aimerais voir des compagnies aériennes africaines aussi desservir la plateforme Casablanca. J'aimerais voir d'autres investisseurs comme Dangote au Nigeria. Il y a plein de milliardaires en Afrique, n'est-ce pas? Pourquoi orienter leurs investissements vers d'autres contrées du monde alors qu'il y a des pays émergents, nous l'avons dit, comme le Maroc, qui offre d'énormes opportunités d'investissement, pas seulement les IDE des gens qui viennent d'autres continents, mais également il faut promouvoir les investissements intra-africains, etc. Et je m'arrête là et désolé d'avoir été long. Hein. Merci beaucoup. Hop. Quelle belle leçon d'histoire, et d'économie, et de finance, et de géographie. Merci beaucoup, merci. Nous avons we have a question here. Yes, please. Would you please introduce yourself and... Yeah, my name is Antonio Enriquez da Silva, and I am the former chairman of the Angolan Investment Board, and I'm currently here as a private sector individual and a company owner. I would like to ask a question to Amin Lahidi, okay? And the question is, after his very eloquent speech on how important Africa is and how important is to Africans to play a key role in promoting growth and development, I'd like to ask him a very pragmatic question, because he said that he is actually a pragmatic person in regarding to the infrastructure development and the cross-border connectivity when it comes to projects where Morocco, the Kingdom of Morocco, will be interested as part of its South-to-South cooperation initiative, like to participate in a particularly both important and ambitious project in Angola, the building of a bridge between the northern province of Angola called Cabinda, which through that same bridge will connect to the rest of the country, and at the same time serve as a bridge again to connect Angola to neighboring countries like DRC, Congo, Brazzaville, that we know that are very rich in mineral resources like cobalt, manganese, copper, manganese. Also, we have lithium. So by doing so, if we look at the automotive industry that's been developed in Morocco, here in Tangiers, how long it took? It took like 20 years or less than 20 years to achieve that same relevance in the international market. If we do build such infrastructure to process cobalt, copper, and lithium and manganese in Angola, which has also a deep water port that has been built by the government, but just by doing that bridge, we are going to be able to have the value chains in the continent to bring the expertise necessary within what you are also already doing in Tangiers. So instead of only exporting raw materials, we are going to be able to educate young people. We know that Africa has 70% of Africans and less than 25 years old. So that's huge potential. So my question is, how can we see this regional cooperation between Morocco and the rest of African countries to a broader perspective, going more south and still be able to promote growth through the integration that we want through the AFTA? Thank you. Okay. Thank you. Thank you for your question. And thank you for just being concise, because we're more like 4 minutes ahead of. Sure. Please, thank you. I think actually the elements of answer are already in the question itself. So I'm just rephrasing. Obrigado, meu amigo. Just to speak some words in Portuguese and so also give a wink to my brother, Mr. Lopes Tavares. Je vais répondre en français, comme ça on inclut tout le monde, je pense. Mr. Tujo, are you okay with that? Yeah? Okay. Voilà. Alors, je vais parler en français avec votre permission, et lui, il parle 10 langues, donc il va me comprendre et il parle surtout la langue de la raison. Et c'est celle que je vais parler. Alors, il y a une question indirecte, je vais y répondre directement de manière tranchante et nette et sans très claire. Le Royaume du Maroc, tout comme il ne discute pas sa souveraineté territoriale, supporte la souveraineté territoriale de tous les pays, de toutes les nations. Soyons très clairs, vous pouvez même applaudir ce point parce qu'il est très important. Voilà, parce que c'est de ça dont je continue.
C'est très important ce que je suis en train de dire en ce moment, et c'est très stratégique. Là, c'est de la discussion, c'est du bilatéral qui est en train de se faire. Mon très cher frère, monsieur Da Silva, vient de parler d'une région où justement il y a un problème séparatiste. Tu le sais très bien. Et le Royaume du Maroc ne joue pas avec le séparatisme. Nous ne sommes pas un pays qui joue. Nous sommes un pays de principe, nous sommes un pays d'engagement. Et notre engagement en matière de souveraineté, il est universel. On ne discute pas par rapport à ça. Le deuxième point qui est très important est exactement dans la quintessence de l'appel qui a été fait par Sa Majesté lors du discours du 6 novembre, que vous avez si bien en fait cité en premier, c'est de faire de l'espace atlantique un espace de fusion, de transformer les points de divergence en des points en fait de convergence. On a des défis dans l'espace atlantique. Le golfe de Guinée qu'on n'arrive même pas en fait à définir spécifiquement, parce que chaque organisation a sa propre définition du golfe de Guinée, il y a de la piraterie. D'accord? Il y a beaucoup de problèmes en fait de sécurité qu'on se doit de tacler ensemble, la main dans la main. C'est un grand espace. En développant en fait nos capacités panafricaines, mais aussi en étant ouvert vers le monde et vers la participation du monde. D'accord? L'idée ce n'est pas de nous engorger en fait uniquement nous-mêmes dans des marécages dont on ne peut pas sortir, mais de travailler la main dans la main avec nos amis aussi internationaux pour un intérêt commun. Et si on veut prendre en fait un parallélisme, ce qui s'est passé pour tacler le terrorisme dans d'autres pays frères, notamment dans la Corne d'Afrique, sans noter de pays particulièrement par respect diplomatique, il s'est fait parce qu'il y avait aussi et surtout une raison économique. D'accord? Il y avait le pétrole, il y avait aussi la route maritime AE1 qui passait par là, il y avait les conteneurs, en plus des bateaux de croisière et d'autres choses. Donc cette raison économique a justifié l'interventionnisme militaire, quoique chaque pays a été tout seul dans son approche qui est. Ici, en fait, on est en train de parler de projets qui sont intégrés. Quand on parle du projet, en fait, du pipeline de gaz, c'est un projet qui est essentiellement maritime, quoique en étant terrestre par certains pays. Ce qui veut dire qu'il se doit d'être protégé. Mais si j'ai déjà un client en Europe, et là, c'est une invitation à titre personnel d'un simple citoyen marocain que l'Europe joue son jeu aussi, et s'engage à acheter le gaz qui vient du Nigeria, qui vient du Maroc, qui vient aussi de nos amis de Mauritanie, du Sénégal et d'autres pays protecteurs. Parce que si elle s'engage à acheter, on aura facilement la complément de la financement qui a déjà commencé à être là. L'expertise en là, le montage a été fait, l'engagement et les études ont été faites. Je parle sous ton contrôle, mon cher frère. Donc, si l'Europe, elle s'engage aussi à acheter, et c'est ce qu'il faut faire parce que les messages doivent être très clairs, on a aussi de quoi financer toute la sécurité de la région. Également, j'étais en train de parler tout à l'heure de projets qui sont communs en matière de pêche. Ben, si on n'a pas de pêcheurs qui sont en colère, automatiquement, c'est très difficile, mesdames et messieurs, d'avoir des pirates qui vont avoir des petites chaloupes, d'accord, et qui connaissent par cœur les shallow waters et qui savent les naviguer. Et c'est très difficile d'aller à côté de bateaux qui font 16 mètres de profondeur, s'il vous plaît, et qui ont des vagues en fait à côté, et d'être capable de les monter. Donc il faut être vraiment suicidaire, et il ne faut pas pousser les gens jusqu'au suicide. Et c'est pour ça que c'est important de développer justement la pêche, et de développer un système qui est intégré. À partir des petits villages de pêche, on développe des zones de stockage, et à partir de ces zones de stockage, on développe de l'industrie, et on aide ces pays-là à exporter. Encore une fois, une invitation à tous nos amis de multinationales, s'il vous plaît, venez acheter les protéines venues de poissons de ces pays du Golfe. Ne donnez pas des leçons, travaillez avec nous la main dans la main, on n'est pas dans le misérabilisme. Et dans la même élan, et pour terminer avec cela, et de manière très, très pragmatique, parce que j'adore le pragmatisme politique, parce que c'est ce que tu m'as demandé de faire, on va le faire. Alors, on va travailler la main dans la main. Pour fabriquer en fait des batteries, qu'est-ce qu'il faut? Du cobalt et du lithium, essentiellement. On ne peut pas avoir d'industrie électrique aussi si on n'a pas la troisième partie qui est le cuivre. Tout ça, on l'a dans notre continent, l'Afrique. On a un savoir-faire au Maroc. L'idée, ce n'est pas en fait de faire le monopole de l'industrie. L'idée, c'est que tous les pays africains frères travaillent la main dans la main. On a une expertise. L'idée, en fait, c'est de valoriser ensemble et d'exporter. À partir de Kenitra, on exporte en Allemagne, on exporte ailleurs. Il y a un projet de batterie aujourd'hui, et tu en as parlé dans une brillante émission de la Khadija. C'était celui, en fait, un projet mixte entre un pays asiatique qui est la Chine et un autre pays qui est l'Angleterre. Alors, mon Dieu, s'ils se sont mis d'accord pour produire des batteries, je pense que nous, en Afrique, on peut se mettre d'accord pour fabriquer des voitures de manière intelligente et les exporter. Merci beaucoup. Je savais que tu allais donner la meilleure réponse. Merci. C'est ainsi que cette session touche à sa fin. Je réitère mes remerciements à toutes et tous pour y avoir participé. Bien sûr et bien naturellement à nos très distingués panélistes. Ce fut une session très riche et très enrichissante. Merci beaucoup.